Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter des histoires qui sont plutôt horrifiques, des histoires qui changent un peu des threads d'horreur. Généralement, les threads d'horreur sont trouvés sur le forum Let's Not Meet sur Reddit. Et là, j'en ai trouvé un autre qui ne parle que de rencontres avec des personnes bien réelles. Il n'y a pas de paranormal ou quoi que ce soit. Des rencontres qui mettent extrêmement mal à l'aise, qui ont un potentiel dangereux. Concrètement, ce sont des situations où notre instinct va nous crier « Ne reste pas là ». J'espère que la vidéo vous plaira, que les histoires vont vous plaire. Attention, on parle quand même d'histoires qui sont arrivées à des vraies personnes, donc il faut les traiter avec tout le respect possible. Si vous passez un bon moment, que vous aimez bien le petit décor, le petit format un peu comme ça, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram AkenTV que je vais vous afficher quelque part sur l'écran. J'attends aussi vos retours, savoir si la manière de raconter vous plaît, si vous souhaitez qu'il y ait des différences pour les prochaines vidéos de ce type là. Dites-moi ça en commentaire, mais j'y reviendrai un peu plus tard, surtout en fin de vidéo je pense. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous êtes maintenant bien installés. Et si c'est le cas, on est parti pour se plonger dans notre première histoire. La première histoire que je vais vous raconter sera celle de quelqu'un qu'on appellera Lana. Lana nous dit qu'elle s'était intéressée à une affaire qui a fait énormément de bruit, que vous connaissez probablement, la fameuse affaire Jeffrey Epstein. Elle s'est dit qu'elle allait à un moment donné en apprendre un peu plus sur toute cette sombre histoire, alors elle a commencé à regarder sur Netflix le fameux documentaire qui parle du sujet. Et en regardant le dit documentaire, elle s'est rendue compte d'une chose, c'est que beaucoup de souvenirs revenaient à la surface. Parce qu'il y a notamment un détail qui l'a intriguée. Il y avait à un moment donné une photo des victimes de cette histoire. Et elle a vite reconnu qui était cette victime. C'était une de ses amis d'enfance. Pour contextualiser un petit peu, Lana nous explique qu'elle a vécu principalement en Floride, quasiment toute sa vie, avec des parents qui avaient un certain contrôle. Ils estimaient qu'ils avaient un droit de regard sur à peu près tout ce qu'elle faisait et donc elle lui interdisait beaucoup de choses, surtout quand elle était en primaire. Elle n'avait pas le droit de faire des activités extrascolaires, donc pas vraiment de loisirs en extérieur, elle n'avait pas le droit d'inviter des amis ou même d'aller chez des amis. Et ce qui renforçait un peu ce sentiment de contrôle, c'est que son père travaillait dans l'école où Lana elle-même faisait ses études quand elle était petite. Donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà connu ça, mais ça peut créer ce sentiment de surveillance permanent. Même à l'école, elle ne pouvait pas sortir du joug de ses parents ou au moins de son père. Alors quand elle est arrivée au collège, là elle a eu ce sentiment de liberté qui est arrivé, une certaine excitation. Elle se disait enfin, je vais pouvoir vivre un petit peu ma vie. Pour elle ça tombait à pic parce que à cet âge-là, on commence à avoir notre personnalité qui va se développer, donc elle était absolument ravie. D'ailleurs au collège, elle s'est faite deux amies, Heather et Sharon. Elles ont sympathisé, très vite elles ont noué des liens et elles ont commencé à traîner extrêmement régulièrement ensemble au collège. Lana dit que toutes les deux, elles étaient plutôt jolies, plutôt populaires, et d'ailleurs la situation de Heather la surprenait un peu parce que c'était la seule qu'elle connaissait qui avait le droit de dormir chez un garçon à son âge. Chose très étonnante pour Lana parce que elle, son père lui disait qu'elle n'avait pas le droit d'aller à un rendez-vous avec un garçon jusqu'au moment où elle obtiendrait son diplôme, donc à un âge assez avancé si on peut dire. Alors pour cette raison, elle a trouvé qu'Heather était une fille absolument cool. Les trois filles traînaient tout le temps ensemble, d'ailleurs elles avaient eu un petit surnom de la part des autres élèves du collège, on les appelait le trépied parce qu'elles étaient toujours à trois. Heather, elle demandait souvent à Lana de traîner ensemble après l'école, le week-end, mais malheureusement avec les parents de Lana c'était quelque chose de plutôt impossible. Notre amie avait quand même tenté sa chance de demander à ses parents, mais elle n'a jamais obtenu un peut-être. Ça a toujours été un non radical, alors Heather et Sharon, elles passaient du temps ensemble en dehors du cadre scolaire, sans Lana malheureusement. Un jour, au collège, Heather a attiré Lana un peu à l'écart et elle lui a proposé quelque chose. Elle lui a demandé si ça lui dirait, un jour, de sécher les cours. Lana s'est dit que si jamais elle était absente, tout de suite l'équivalent de la vie scolaire allait contacter ses parents ou leur laisser un message, et si ses parents apprenaient qu'elle avait loupé l'école sciemment, pas parce qu'elle était malade, eh bien ça allait fortement barder pour elle. Alors tout de suite, elle a refusé. Heather a été extrêmement insistante, elle avait d'excellents arguments pour convaincre Lana, et finalement elle a réussi son entreprise. Donc ensemble, elles ont commencé à planifier
leur fameuse escapade. Un plan a été dessiné, Lana était assez excitée, il y avait cette petite adrénaline d'enfreindre le règlement, et donc ce qui était prévu, c'est que le matin la mère de Lana la dépose à l'école comme d'habitude, mais plutôt que d'aller à l'école, les filles, donc Lana, Sharon et Heather, allaient partir jusqu'à une station-service, et là un ami d'Heather devait passer les chercher. Et il y a un truc qui au moment n'a pas forcément intrigué Lana, mais qui a son importance dans l'histoire. C'est qu'Heather lui rappelait constamment que le fameux jour où il y aurait je vais dire la fugue, mais pas la fugue, mais le truc de sécher les cours, elle lui disait qu'il fallait qu'elle porte des vêtements spécifiques. Des vêtements qui lui donnent une allure innocente. Heather ne comprenait pas, parce qu'elle avait 13 ans, donc pour elle, elle avait naturellement une allure innocente. Le jour J, le plan se déroule sans accroc. La mère de Lana la dépose, les filles partent vers la station-service, et là, Lana remarque qu'Heather reçoit beaucoup de messages et des appels. Et elle l'entend dire « retrouvez-nous à la station-service », ce genre de choses. Et Lana ne comprend pas parce qu'elle pensait qu'elles allaient rester à 3. Mais une fois arrivée sur place, elle se rend compte qu'elle s'est trompée. Il y avait 7 autres filles qui ont à peu près le même âge, entre 12 et 14 ans. Lana en reconnaît certaines parce qu'elles étaient dans la même école, d'autres pas du tout, et elles se redressent toutes quand Heather arrive. Bizarre. Et d'un coup, Heather crie « Qui est prête à se faire de l'argent ?» Là pour Lana, c'est la douche froide. Elle ne sait pas ce qui est en train de se passer. Toutes les autres filles qui étaient là lèvent la main, très excitées, vraiment dans l'euphorie. Et Lana, elle prend Sharon, donc l'autre copine à part, et lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et là, tout se passe dans un jeu de regard. Lana comprend que Sharon lui fait passer le message « Pars maintenant si tu veux, après ce sera plus possible ». Lana était extrêmement mal à l'aise, à raison d'ailleurs, et elle s'est dit pourquoi il y a autant de jeunes filles ici qui devraient être en cours, qu'est-ce qui se passe? Et pendant que Lana est dans cette réflexion, il y a 2 grosses voitures qui arrivent, des voitures noires, et Heather se met à attribuer une sorte de numéro à chacune des filles, et elle dit premier groupe telle voiture, deuxième groupe telle voiture. Une fois que le premier groupe est monté dans la voiture part, le deuxième groupe est pas encore monté dans la deuxième voiture, et là, une des vitres de devant se baisse. Lana voit qu'il y a un homme, plus âgé, bien plus âgé, avec des lunettes noires qui regarde le groupe en souriant. Il dit « Est-ce que vous êtes prête à aller au manoir ?» Les filles qui sont là répondent avec euphorie en disant que oui. Heather ouvre la porte arrière du véhicule et là, Sharon, Heather et le groupe commencent à monter. Lana n'y est pas encore. D'ailleurs, elle se fait un peu bousculer. Les filles sont vraiment très pressées d'être à l'intérieur de cette voiture. Et là, Lana interpelle Heather. Elle dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Et Heather lui dit extrêmement froidement sur toutes les filles « T'es la seule qui me pose problème. Je pensais que tu voudrais t'amuser un peu. Avec ton corps, tu pourrais te faire un peu d'argent. Je suis d'accord avec vous, la situation est extrêmement grave. » À ce moment-là, je vous le rappelle, Lana n'a que 13 ans, donc elle ne comprend absolument pas ce que sous-entend Heather. Elle est juste mal à l'aise et en colère qu'on lui ait mis un plan. Elle ne sait pas du tout ce qui est en train de se passer et elle n'a pas du tout une seule idée sur la vérité derrière tout ça. Alors, plutôt que de monter, à raison, elle décide de recourir en direction de l'école. La journée s'est ensuite passée normalement, si on peut dire ça comme ça. Lana a recroisé Heather par la suite, mais à chaque fois elle a tout fait pour l'éviter. Elle a préféré, encore une fois à raison, couper les ponts avec elle. Lana a aussi remarqué un changement de comportement vis-à-vis de Sharon, l'autre amie. Elle, qui avait une vie sociale plutôt active, ne traînait plus qu'avec Heather. Elle était constamment collée à elle, mais elle qui avait initialement une certaine joie de vivre, là ne l'avait plus du tout, elle avait l'air très mal. Lana les a revus, surtout Heather, allait de l'école vers la fameuse station-service où il s'est passé tous ces événements très, disons-le, malsains, et elle a appris certaines choses un peu plus tard. Sharon venait de moins en moins à l'école jusqu'à ne plus venir, et justement plus tard elle a appris que si elle ne venait plus, c'est qu'elle ne faisait plus partie de notre monde. Et justement, si j'ai bien compris l'histoire qui a été partagée, quand Lana, bien plus tard, a regardé le documentaire sur l'affaire Epstein, elle a vu justement une photo de Sharon et elle est convaincue que si elle s'est ôté la vie, c'est parce qu'elle faisait partie de toute cette affaire extrêmement grave. Pour contextualiser plus l'histoire derrière tout ça, Lana explique que la situation quand elle était jeune qui s'est produite s'est déroulée en 2004. Et quand elle a vu la photo de Sharon, elle l'a reconnue mais elle avait un doute raisonnable. Et c'est en contactant plusieurs autres amis que là, tous les autres souvenirs sont aussi revenus parce que les autres personnes lui ont aussi effectivement confirmé qu'il s'agissait bel et bien d'elle. C'est une histoire absolument dramatique. Je pensais pas trouver ce genre d'histoire forcément sur Reddit, mais de voir comment ça se faisait. Et en plus, ce qui est très glauque aussi, selon moi,
c'est que cette fameuse Heather agissait un peu comme mère maquerelle avec les autres filles. Je suppose qu'elle essayait de convaincre des personnes à la source même où ces filles se trouvaient, c'est-à-dire dans un collège, pour amener les filles. Et il est fort probable aussi que beaucoup de filles ne savaient pas dans quoi elles s'embarquaient. D'ailleurs, on le voit clairement avec Lana, à aucun moment elle ne s'est doutée une seule seconde à quel endroit elle aurait été envoyée si elle était montée dans les fameux véhicules noirs. Et combien ont pu être dupés par rapport à ce genre de personnes qui étaient complices. Je pense que le nombre est probablement très élevé. On va maintenant voir l'histoire de quelqu'un qu'on appellera Oliver, qui était âgé au moment de son histoire de 23 ans. Il nous dit qu'il vit dans un quartier plutôt sûr et qu'il a généralement l'habitude de verrouiller ses portes. Mais un jour, il ne l'a pas fait. Et ce fameux jour, c'était la veille au soir du moment où il a posté son témoignage. Donc s'il le poste aujourd'hui, c'était hier soir. Enfin, vous avez compris le truc. Il nous explique qu'il était rentré de sa promenade avec ses chiens, qu'il venait d'éteindre la télé. Il allait ensuite éteindre les lumières pour sûrement aller se coucher. Et c'est là qu'un de ses chiens a grogné. C'était pas quelque chose de nécessairement alarmant pour Oliver, ça arrivait des fois quand des personnes passaient devant la maison que le chien se mettait à grogner, des fois il le faisait, des fois il le faisait pas, donc jusque là il ne se met pas en état d'alerte, en tout cas il ne sent pas vraiment de danger, jusqu'au moment où il entend sa porte d'entrée s'ouvrir. Là le chien a commencé à aboyer, celui qui grognait, et l'autre chien, parce que Oliver en avait deux, lui qui adore les gens, s'est précipité pour saluer en quelque sorte l'invité surprise. Là, instinctivement, Oliver va crier « C'est quoi ce bordel? Qui êtes-vous » Et c'est là qu'il voit, au milieu de son couloir, un homme assez grand, la vingtaine, plutôt maigre, et il répond en balbutiant un peu « Oh, je crois que je me suis trompé d'endroit ». Oliver répond sur un ton assez sec « Effectivement, je crois pas que vous êtes au bon endroit, sortez d'ici maintenant ». L'intrus dit à Oliver qu'il devait venir chez un ami, qu'il avait frappé, ce qui n'était pas vraiment le cas. Mais passons. Et Oliver demande donc, cet ami vit à quel numéro de maison? Et le gars donne un numéro qui est effectivement à quelques maisons du sien. L'homme s'excuse et il s'en va. Oliver est rassuré, l'homme avait pas l'air méchant, il avait même d'ailleurs l'air plutôt sympathique. Donc voilà, le mec s'en va, tout est bien qui finit bien. Et là vous allez me dire, ok, bon, un mec qui se trompe de maison, histoire, moyen. Attention, c'est la suite qui est un peu plus inquiétante. Le lendemain, Oliver avait complètement dédramatisé la situation. Il était prêt à rire de tout ça, il décide de sortir de ses chiens et il tombe sur le couple qui avait à peu près la trentaine qui vivait dans la maison où l'homme voulait se rendre, là où il y avait les fameux amis. Oliver les croise, bon hasard, ou peut-être pas, il leur explique la situation, il leur dit bon, il vous l'a sûrement raconté, mais votre ami m'a fait une petite visite surprise hier soir. Et là il y a le voisin qui le regarde avec un air mais de quoi tu parles? Là Oliver va dire mais votre ami il avait toqué chez moi, il s'était trompé. Et là le voisin avec un air un peu inquiet va dire alors je veux pas t'apeurer mais on n'a reçu aucun ami hier soir, on n'attendait personne. Donc ce qui s'est passé au final dans cette histoire, dans l'histoire d'Oliver, c'est plutôt simple. Un gars a voulu tenter sa chance pour cambrioler la maison. Vu que les lumières étaient éteintes, Oliver était sur le point d'aller se coucher, l'homme a dû penser que soit la maison était vide ou alors que Oliver dormait déjà. Et il a voulu tenter sa chance pour aller voler quelques trucs, sauf qu'il a dû trouver une pirouette assez maligne très rapidement. Bien joué à lui d'un côté d'avoir réussi à s'en sortir aussi facilement parce que bon, ça aurait pu tourner de manière différente. Et pour le cambrioleur, parce que Oliver avait quand même deux chiens, mais aussi potentiellement pour Oliver ou les chiens, on ne sait jamais si l'homme avait des armes ou quoi que ce soit. Heureusement, plus de peur que de mal, mais je pense que c'est effectivement une histoire qui va faire apprendre à Oliver une leçon plutôt brute, celle de toujours vérifier qu'on a bien fermé ses portes. On va maintenant voir l'histoire de quelqu'un qu'on appellera Loïs. Elle nous dit que ses beaux-fils sont assez jeunes, ils ont entre 7 et 10 ans. Ils ont pour habitude de jouer avec 5 autres enfants du quartier qui vont dans la même école, un quartier où, étant donné que c'est plutôt sûr, il y a un commissariat pas trop loin, ils vont de maison en maison, vont dans les parcs, jouer dans des trampolines. La ville est grande mais plutôt sûre, il n'y a pas vraiment de criminalité, il y a juste un problème majeur. Ce problème majeur, c'est qu'il y a du trafic d'êtres humains, des enlèvements, parce que la ville où se passe cette histoire est à côté d'une frontière. Alors, pour la sécurité de ses beaux-fils, Loïs leur a attaché à leur sac un sifflet orange bien voyant. Elle leur a dit que c'était un sifflet à utiliser uniquement
En cas d'urgence, elle les a fait siffler à la maison pour qu'ils voient un peu le bruit que ça puisse faire, et elle leur a bien dit, vraiment, ce n'est qu'en cas d'extrême urgence. On est donc pendant les vacances scolaires, et les enfants avaient envie de faire un petit stand de limonade. Alors, ce moment, Loïs ne sait pas trop pourquoi, mais elle ne sentait pas trop la chose. Pourtant, les enfants avaient déjà fait une petite vente pour Noël dans le garage. Les voisins avaient trouvé ça adorable, on leur avait fait beaucoup de cadeaux. Enfin, vraiment, ça s'était extrêmement bien passé. Donc, logiquement, pas de raison de s'inquiéter outre mesure. Mais là, Loïs avait comme un mauvais pressentiment. Mais mis à part ça, elle n'avait pas vraiment de raison. En tout cas, elle n'en trouvait pas pour leur interdire de faire la chose. Les enfants se préparent donc à faire leur petit stand, ils prennent des pancartes, le grand frère doit surveiller son petit frère et il demande d'ailleurs est-ce que je dois prendre mon sifflet. Loïs n'y avait pas pensé sur le moment parce que généralement elle le met sur leur sac à dos quand ils vont jouer ou quand ils vont à l'école. Mais là elle dit oui effectivement, bonne idée comme ça, s'il y a des inconnus ou quoi, on sait jamais. Une heure passe sans qu'il n'arrive quoi que ce soit. Louis était tranquillement devant la télévision, plongé dans un documentaire, et c'est là qu'un son attire son attention. Ce son, c'était le bruit du sifflet. L'estomac de Louis se noue parce qu'elle comprend qu'il y a un danger, que ses enfants sont sérieux, qu'ils ne vont pas utiliser le fameux sifflet pour rigoler. Donc elle se précipite dehors, l'estomac noué, et c'est là qu'elle voit une voiture rouge très voyante, très peu discrète. Loïs se précipite, elle voit que ses deux enfants sont toujours au niveau de leur stand et dès qu'elle arrive, la voiture rouge s'en va. Là, le grand frère explique la situation. En gros, il dit que la voiture s'est garée à leur niveau, qu'un homme est sorti, qu'il a commencé à leur parler, demander leur prénom, leur âge, et voyant que le plus petit des frères aimait bien les voitures, il lui a proposé de monter pour aller faire un tour. Et là, le grand frère, ne se sentant pas du tout en sécurité, a décidé de souffler dans le sifflet. Et a raison. Et l'homme serait ensuite parti très précipitamment. En tout cas, c'est ce qu'a pu voir Loïs. Loïs n'a pas eu le temps à cause de la situation. Elle, ce qu'elle voulait, c'était protéger les enfants. Donc elle n'a pas eu le réflexe de noter la plaque d'immatriculation. Elle s'en veut beaucoup parce que peut-être que cette personne aurait pu tenter le coup avec d'autres enfants. Elle se dit qu'elle aurait pu, si elle avait noté la plaque d'immatriculation, la communiquer à la police, protéger peut-être d'autres enfants. Je pense pas qu'on puisse lui en vouloir. Par rapport à ça, je comprends totalement que la priorité soit la sécurité de ses enfants plutôt que de prendre la plaque. C'est pas forcément le truc rationnel qui nous vient, je pense, quand ce genre de choses arrive. Mais, quoi qu'il en soit, après tout ça, la famille est allée à la police pour pas déposer plainte mais faire un signalement. Et la police a précisé qu'ils allaient prendre cette histoire extrêmement au sérieux. Et qu'ils n'allaient pas enterrer le dossier, qu'ils allaient faire extrêmement attention, faire des patrouilles pour retrouver le véhicule, mais aussi la personne qui le conduisait. Elle ne sait pas avec certitude si cet homme avait de mauvaises intentions, mais étant donné qu'il a pris la fuite quand il l'a vu arriver juste après le fameux coup de sifflet, c'est possible qu'il avait des idées plutôt étranges derrière la tête. Quoi qu'il en soit, elle est extrêmement fière de l'achat qu'elle a fait, les petits sifflets à 10$ sur Amazon. Elle se dit que ça a clairement sauvé la mise ce jour-là et que si elle ne les avait pas donnés aux enfants, eh bien qui sait comment cette histoire aurait pu finir. Heureusement, on ne le saura jamais. Maintenant, on va voir le témoignage de Chloé. Elle nous dit que son histoire se passe en 2010 et qu'elle conduisait de la Nouvelle-Orléans en Louisiane jusqu'à Eugene en Oregon. Elle était toute seule, elle était âgée de 24 ans, il y avait aussi son pitbull, un chien qui avait à ce moment-là 2 ans et ils étaient ensemble dans une sorte de camion. Elle avait ses affaires qui étaient à l'arrière, enfin bref. Elle conduisait, on était à une période où les premiers smartphones sortaient, mais elle en avait pas, elle était encore sur un téléphone à clapet. Sur la portion de route sur laquelle elle était, le réseau n'était pas très bon, donc elle était un peu isolée du monde. Elle roule tranquillement et à un moment donné, elle se fait une réflexion. Cette réflexion, c'est que ça fait un moment qu'elle n'est pas tombée sur une ville, qu'elle n'a pas fait une petite pause et comme par hasard, dès qu'elle se dit ça, elle tombe sur une ville qui semble comme sortie de nulle part. Ça tombe bien pour elle, elle devait faire aussi le plein d'essence, elle se dit qu'elle allait en profiter pour se dégourdir les jambes, donc elle s'y arrête, elle fait ce qu'elle a à faire. La ville était vraiment minuscule, de ce qu'elle dit, ça l'a vraiment choquée, et une fois qu'elle a fini de faire son plein, etc., elle décide de repartir, mais là, bizarrement, elle n'arrive pas à retrouver le chemin vers l'autoroute. Donc, elle revient dans la fameuse ville, elle retourne à la station essence et
elle dit qu'elle avait payé directement à la pompe. Elle n'était pas rentrée dans le magasin, donc là, elle rentre pour demander le chemin. Elle dit que le caissier n'était pas forcément méchant, mais il faisait très négligé. Il avait de longs cheveux noirs un peu gras qui lui tombaient sur les yeux. Il ne regardait même pas Chloé quand elle lui parlait. Il avait les yeux qui restaient plongés dans un magazine. Et en plus de ça, selon Chloé, les informations que lui donnait étaient un peu bancales. Elles n'avaient pas l'air forcément extrêmement véridiques. En gros, selon les explications du caissier, elle devait faire un certain temps de trajet pour aller de la ville vers l'autoroute, alors que Chloé se souvient bien qu'elle n'a pas mis tant de temps que ça entre l'autoroute et la ville, quand elle est sortie de l'autoroute. C'est comme si vous vouliez vous arrêter, ça vous prend 10 minutes à rejoindre la ville, alors que vous quittez l'autoroute, et là on vous dit, bah là pour rejoindre l'autoroute, il va falloir rouler pendant 1 heure. C'est bizarre, il y a un truc qui colle pas. Bon, le gars au bout d'un moment il en a marre, du coup il dit bon c'est bon, je t'ai dit ta route, un peu va-t'en, il lui fait un peu un signe de main. Chloé retourne sur le parking et là elle a tout de suite un méga sentiment de malaise. Il y a un truc qui va pas du tout, elle ne sait pas quoi, pas encore. Elle rentre dans son véhicule, et là, elle fond en larmes. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle avait cette impression que le caissier avait des mauvaises intentions à son égard. D'un coup en sortant, elle s'est sentie extrêmement mal à l'aise. Donc le prend une décision, c'est que les indications qui ont été données, elle ne les écoutera pas. Elle se dit ça pue le traquenard. Mais elle est un peu bloquée parce qu'elle ne sait pas comment retrouver la route et c'était le seul commerce, cette station-service, donc à qui pourrait-elle demander? Et c'est là qu'un vieux pick-up rouge débarque. Et un homme en sort avec une chemise, des bottes, il était assez costaud, assez grand. Et tout de suite, Chloé sort de son véhicule pour aller voir cet homme. Elle avait un bon pressentiment à son égard, il avait l'air gentil. L'homme est un peu inquiet pour Chloé parce qu'il voit qu'elle est en quelque sorte terrorisée, donc il lui donne les indications pour la route et là ça ressemble à des indications claires, ça semble plus logique pour Chloé. Il lui dit bah en fait il faut passer dans un tunnel mais à chaque fois tout le monde passe devant et personne ne le voit, il devrait mettre un panneau, vraiment il y a une cohérence dans les propos. Au bout des indications, Chloé demande mais ça me prend combien de temps? Et là il lui dit mais rien du tout, 10 minutes grand maximum. Et là dans la tête de Chloé il y a un truc qui vient, c'est le trajet que le caissier m'a dit, ça mène où? Donc Chloé par curiosité va expliquer le trajet qu'on lui avait dit initialement à cet homme qui semblait connaître la région, et la réponse, c'est ça qui l'a tétanisé sur place. L'homme, en entendant tout ça, était un peu perplexe, il a dit mais qui vous a dit ça? Elle explique que c'est le fameux caissier, il demande à quoi il ressemble, Chloé lui fait une description, et là l'homme va dans son véhicule et va chercher un fusil à pompe et il va tuer le caissier. C'est pas vrai. Il va juste chercher une carte et il décide en fait le trajet qu'on lui a donné, et il explique qu'en fait le trajet emmène dans une zone complètement isolée où il n'y a rien à part des voitures abandonnées et des mobil-homes qui appartiennent à la même famille. Et une famille plutôt connue dans le coin, en tout cas par les locaux, des personnes qui sont accros aux drogues, connues pour causer du trouble. En tout cas, c'est ce que les gens racontaient sur cette famille, mais il y aurait apparemment des choses bien pires. C'est quelque chose que Chloé a senti, elle a compris que cet homme qui était bienveillant ne voulait pas tout lui dire. Et justement, le fameux caissier, par rapport à la description que l'homme a reçue, a pu dire qu'effectivement lui faisait partie de la dite famille qui vivait dans les fameux mobil-homes. Pourquoi a-t-il donné des indications à Chloé pour qu'elle se rende là-bas? Est-ce que c'était pour la dépouiller, prendre ce qu'il y avait dans son véhicule, ou alors, pour bien pire, Chloé ne l'a jamais su, et heureusement qu'elle ne l'a pas découvert à ses dépens. On va maintenant conclure cette histoire avec ce qu'a raconté Peyton. Elle nous explique qu'elle avait un ami qui était vraiment passionné par tout ce qui touchait au domaine de l'occulte. Cet ami tient cette passion de Peyton directement. Ils aimaient tous les deux tout ce qui touchait à l'étrange, le paranormal. Ce que pour Peyton, ce n'était qu'un centre d'intérêt. Pour cet ami, c'est devenu bien plus qu'un loisir, si on peut appeler ça comme ça. C'est devenu vraiment une obsession. Il s'y est plongé corps et âme. C'est-à-dire qu'il ne parlait que de ça, et quand un sujet de conversation ne concernait en aucun cas le paranormal, lui faisait tout pour ramener la conversation sur le domaine du paranormal. Très chiant ce genre de personne, très très chiant. Peyton n'en tenait à l'époque pas trop rigueur, elle se dit qu'il y a des moments où des gens ont un peu des phases et sont passionnés de quelque chose et vont en parler H24. Mais ça passe, elle se dit que probablement un jour ça lui passerait. Et en plus, elle se trouvait en partie responsable de l'avoir initié sur le truc. Là, Peyton nous décrit un peu plus
l'ami en question. C'était quelqu'un qui n'avait pas vraiment de cercle social, ou en tout cas un cercle social plutôt petit. C'était quelqu'un qui se sentait plutôt mal dans sa peau, mal dans sa vie, donc il restait plutôt chez lui, il était introverti. Il avait un monde, selon ce que dit Peyton, assez restreint, mais elle l'appréciait, elle aimait passer du temps avec, donc elle faisait de son mieux pour être une bonne amie et passer du temps avec lui, être présent pour lui quand il en avait besoin, s'il voulait parler de sujets divers et variés, incluant aussi du coup le paranormal, l'occultisme, tout ça. Et justement, pendant plutôt longtemps, ce gars était, même s'il était un peu reclus sur sa personne, mais complètement normal. Il n'y avait rien de bizarre à son propos. Peyton pouvait le retrouver dans un parc par exemple. Il jouait à la console, parfois ils allaient au cinéma, il avait même fait la rencontre du petit ami de Peyton, donc vraiment, globalement, ensemble ils passaient de bons moments. Mais Peyton nous dit que les choses ont commencé à se dégrader quand lui a commencé à fumer de la drogue. Il consommait de la drogue qui pouvait donner des hallucinations, clairement des psychédéliques. Peyton, son avis sur le sujet, c'est que ça peut offrir certaines perspectives, mais dans le cas de cet ami, c'était vraiment de l'abus, au point qu'il créait ses propres psychédéliques lui-même. Et il en consommait tous les jours et plusieurs fois par jour. En gros, pour illustrer un peu tout ça, Peyton explique comment les psychédéliques fonctionnent. Elle dit que quand on en consomme, on est transporté dans un autre monde. On explore en quelque sorte une réalité alternative. Et pour l'anecdote, elle dit que elle, par exemple, a pu une fois, lors de sa consommation, apercevoir un dragon. Si je veux voir un dragon, personnellement, je peux plus regarder Game of Thrones que consommer ce genre de truc. Mais bon, de ce qu'elle dit, c'est que chaque expérience de chaque personne est différente. C'est pas parce qu'elle a vu un dragon que son pote fait ça parce qu'il adore les dragons. Non, chacun aura une vision différente des choses. Et justement, ce pote dit que lui, il voit la réincarnation d'Osiris, divinité égyptienne. Il disait voir des hiéroglyphes égyptiens partout. Et il expliquait aussi avoir des conversations avec des entités dans sa chambre, même quand il ne consommait pas de substances. Donc quand tu as des hallucinations hors de tes consommations, c'est je pense que tu as beaucoup trop consommé. Bien sûr, à ce moment-là, pour Peyton, c'était la petite sonnette d'alarme. Elle lui a dit, là tu m'inquiètes, réduis ta consommation parce que tu peux avoir de graves dommages et ça peut laisser des séquelles. Elle lui a dit, ne consomme plus rien pendant plusieurs mois pour que tu retrouves une sorte d'ancrage dans cette réalité parce que là tu sais plus dans quel monde tu es. Bon, Peyton était inquiète pour son ami, donc elle lui a donné ses conseils, elle continuait à le voir parce qu'elle sentait qu'il en avait besoin. Il était aussi un peu, selon ce qu'elle dit, le mouton noir de sa propre famille, donc à part elle, il n'avait pas forcément d'aide qui lui était proposée. Mais l'état de cet ami a continué d'inquiéter Peyton. Elle savait qu'il était proche de sa sœur, donc elle l'a contacté sur les réseaux sociaux pour lui faire part de son inquiétude, essayer de faire en sorte qu'elle puisse le convaincre d'aller peut-être en psychiatrie. Et elle ne sait pas si sa sœur a pris les choses au sérieux, parce qu'elle n'avait peut-être aussi pas la vision que Peyton pouvait avoir, mais pour Peyton, vraiment, de plus en plus, cet ami partait en cacahuète. Il y avait de réelles sources d'inquiétude. Et pour la suite de l'histoire, vous verrez, a raison. Un jour, le petit ami de Peyton avait prévu de voir cet ami particulier, de le retrouver au parc. Peyton, elle, n'avait pas vraiment envie d'y aller parce que, voilà, elle a beaucoup aidé cette personne et elle avait besoin de faire une pause, de prendre du soin aussi pour elle, de garder aussi un peu d'énergie pour elle, ce qui est très important. Mais le petit ami lui dit, mais viens, ça te fera du bien quand même de sortir, etc. Donc finalement, elle a accepté. En arrivant au parc, le pote qui prend des hallucinogènes, lui, parle un peu des mêmes choses, de ses rencontres avec les divinités égyptiennes, des hiéroglyphes. Et, truc étonnant ce jour-là, il avait sur lui un couteau de chasse qu'il n'arrêtait pas de tripoter pendant toute la balade. Il expliquait qu'il s'en servait pour des sortes de rituels, des cérémonies, et que ça lui permettait de chasser ses mauvaises pensées. Et ça, c'est quelque chose qui mettait Peyton extrêmement mal à l'aise. En plus, il mimait le fait de se poignarder au niveau du cœur, au niveau du cou, vraiment. C'était extrêmement gênant et inquiétant. Et en même temps, qu'il faisait ces actions très étranges, lui, il continuait de parler plutôt normalement, comme si de rien n'était. C'était comme si sa parole était complètement dissociée de ce que son corps faisait. Peyton et son copain n'étaient pas très à l'aise, ils savaient pas quoi faire. Peyton essayait un peu de désamorcer le truc en changeant de sujet, en parlant de choses plus bateau, si on peut dire ça comme ça, mais lui revenait toujours justement sur le sujet de conversation des rituels. Il n'en démordait pas. À ce moment-là, on pourrait se dire pourquoi ne pas partir. Alors le groupe marchait sur un sentier, ce serait un peu cramé de dire bon on y va et partir. En plus, il fallait déposer le fameux pote à sa voiture qui n'avait pas garé à côté, donc il y avait toute une logistique en fait derrière tout ça. Et là le petit ami a une bonne idée. Il propose à tout le monde après la promenade d'aller manger un bout. Quand je disais
bonne idée, c'était de l'ironie, parce que Peyton voulait juste partir, et du coup le fait qu'il propose ça, c'était prolonger cette situation un peu douloureuse. Le petit copain n'a pas capté le jeu de regard avec Peyton, où elle lui faisait comprendre non, 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 il a pas vu, donc bon, tout le monde est parti pour aller manger un bout. Peyton conduisait, le petit ami était sur le siège passager, et le pote particulier, appelons-le ainsi, était derrière. Le groupe arrive dans une zone où il y avait des restaurants, de quoi manger, ils étaient encore en voiture, et c'est là que un son attire l'attention de Peyton. Elle entend le bruit d'une boucle de ceinture qui vient de l'arrière. Curieuse, elle jette un petit coup d'œil, et là, elle tombe sur le gars qui est en train de se patapoufle paf, qui est en train de se secouer le marteau de Thor, mais avec une violence folle. Et puis vraiment, il fait les choses, il est dans le moment, quoi. Il n'était pas dans la discrétion, il avait vraiment retiré son pantalon au niveau des chevilles, les fesses nues sur la banquette, et vraiment, il était en train de se donner, quoi. Et là, Peyton était sidérée par la situation, ce qui se comprend quand même assez fortement, mais en fait elle pensait surtout au fait que le gars avait quand même un couteau de chasse, donc elle osait pas trop non plus dire quelque chose. Donc elle décide de faire comme si de rien n'était. Le groupe arrive devant un restaurant qui les intéresse, là le petit ami sort pour aller chercher à manger, donc là Peyton se retrouve seule avec le gars. Peyton ne lui parle pas, elle fait comme si elle regardait son téléphone alors qu'en réalité elle reste sur ses gardes, elle fait attention au moindre bruit qui pourrait la surprendre. Il n'y a pas de conversation. Le petit copain revient avec la nourriture et là Peyton lui dit « Ah, je me sens pas très bien, en rentrant à la maison, on le dépose, on y va. » Là le copain comprend le message, en plus il a assisté aussi à la scène du patapouf du paf, et donc il ramène le gars à sa voiture. Et là quand ils arrivent, le pote ne sort pas. Peyton doit lui dire « On est là, vas-y. » Là le gars sort, un peu énervé, et là Peyton se dit « Ouf, j'ai peut-être fait un truc qu'il fallait pas. » Le gars va pas au volant de son véhicule, il fait le tour, il va côté passager et Peyton voit qu'il fouille dans un sac. Le gars prend un truc, il revient avec une démarche déterminée et là Peyton voit qu'en fait le gars il a une arme à feu dans la main et il arrive vers eux. Elle imagine le pire, mais plutôt que d'appuyer sur l'accélérateur et de se barrer, elle a eu une réaction qu'elle ne comprend pas. Elle sort, elle va le voir et elle lui dit « Qu'est-ce que tu fous ?» Et là elle voit dans ses yeux qu'il était presque en train de pleurer, il a rien dit. Il est rentré dans sa voiture et il est parti. Elle, Peyton, en a fait de même, et d'un coup, elle a expiré toute la pression. Son mec lui dit « Mais pourquoi t'as fait ça ?» Et là, ils rentrent. Ils prennent une décision commune, c'est que ce gars-là, c'est fini. Il sort de leur vie. Et donc, il a essayé plus tard, plusieurs fois, de reprendre contact avec elle, en envoyant des SMS, toujours des messages qui n'avaient aucun sens. C'était pas des messages pour s'excuser ou quoi, non, c'était toujours des trucs très bizarres. On n'a pas d'exemple du type de message, mais c'est ce que Peyton dit. Et elle apprend qu'à un moment donné, le gars a déménagé dans une autre ville, qu'il a vécu avec un colocataire et la petite amie du colocataire, mais à part ça, elle ne l'a plus revu et elle n'en a plus vraiment entendu parler. Plus tard, encore, le temps passe et un soir, un peu tardivement, elle reçoit un appel qui la surprend de quelqu'un qu'elle ne connaît pas et elle décroche. Au bout du fil, c'était un policier, un certain détective machin, qui voulait avoir des informations vis-à-vis du fameux pote dont elle n'avait plus de nouvelles, parce qu'il se trouve que cet ami avait franchi la ligne. Il avait poignardé quelqu'un le jour d'Halloween, jusqu'à ce que cette personne perde la vie. Il était, ce jour-là, ce jour assez particulier bien sûr pour tous les amateurs d'horreur, d'occultisme, tout ça, il était passé à l'acte. C'est quelque chose qui a profondément choqué Peyton, à raison, et qui l'a rassuré concernant sa décision de couper contact au moment où elle l'a fait avec cet homme. Mesdames et messieurs, on en a fini pour ces histoires, j'espère que ça vous a plu. On a eu plein d'histoires assez incroyables quand même, et ce sont toutes des histoires vraies. C'est quelque chose qui est censé être assuré sur le forum que j'ai utilisé. Que des histoires vraiment abominables pour les personnes qui les ont vécues. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi surtout par rapport à ce format-là, où je raconte un peu de manière détendue. Je suis posé sur mon canapé, je suis pas du tout comme d'habitude avec le fond vert, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez bien, qu'on discute un peu comme ça? Est-ce que par rapport au montage, le fait que je vous raconte avec les cuts, etc., ça vous va? Est-ce que vous voudriez des petites images ou vidéos d'illustration, ce genre de choses? Personnellement, j'aime bien faire ce système comme ça parce que ça fait vraiment comme si on était ensemble et que je vous racontais l'histoire autour d'un café ou d'un verre ou quelque chose comme ça. J'aime vraiment cette petite ambiance là. Après pareil pour le décor, peut-être que vous trouvez ça nul, moi je trouve que c'est
j'allais dire assez détendant, mais c'est un mot qui n'existe pas. Mais je trouve que ça fait un style un peu détendu et je trouve ça sympa. Donc j'attends vos retours là-dessus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Retrouvez-moi aussi sur Instagram AkenTV pour voir un peu mon univers, voir les photos. Je le dis souvent parce que j'en mets souvent, les stories et les photos du chat qui... Je sais pas si on le voit quelque part sur le canapé, mais il est à côté, il est en train de dormir, il dort depuis le début des histoires. Si, c'est vrai qu'on l'a vu au début de la vidéo, il regardait par la fenêtre, c'est vrai. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!